Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi en fait par rapport à mon décor livresque, aujourd'hui c'est en fait un avis lecture mais sur les romans que je vais vous proposer. C'est sûr que ceux qui préfèrent la BD en fait vous allez être un petit peu déçus, mais ça vous donne aussi une idée de ce que je lis aussi en roman. Puis pour ceux qui sont plus intéressés par les romans, wouhou, youpi pour eux. Donc c'est ça, c'est un petit peu en deux parties en fait, parce que la première partie c'est plus du roman plus général, ce que les gens appellent la littérature blanche. Puis ensuite en deuxième partie je vais vous présenter en fait les livres que j'ai lus pour le challenge de la crypte. Sachant que ça se terminait quand même fin février, bon cette vidéo là vous allez la voir peut-être mi-février je pense, alors que je la tourne début février. Les dates des fois c'est un peu wouhou, c'est un peu le bordel. Mais c'est ça, donc je vais vous montrer quelques bouquins. J'en ai 8 quand même à vous proposer. Puis on va démarrer tout de suite. En fait, on va démarrer avec une grosse pointure quand même. Comme la majorité des gens, je pense qu'on a été quand même relativement curieux par rapport à la publicité qui a été faite autour de ce livre-là. Mais j'ai lu, bon sur liseuse, je l'ai pas en papier. C'est Veiller sur elle, en fait, de Jean-Baptiste Andréa. Donc je vous mettrai la couverture ici. Et c'est quand même le prix Goncourt 2023, c'est le prix FNAC aussi 2023, donc pour les Québécois ça ne dira pas grand chose. La FNAC c'est quasiment l'équivalent de Archambault ou Renaud Bré en fait. Puis c'est son quatrième roman si je ne me trompe pas, c'est un journaliste en fait qui est né en 71 je crois. Puis c'est quand même son quatrième roman. D'après ce que j'ai vu effectivement les autres romans, je serais un petit peu intriguée de les lire aussi, ont reçu pas mal de prix, donc... Monsieur a une écriture reconnue donc. Puis Veiller sur elle, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le lire, je trouve. J'étais un petit peu entraînée, en fait, pour tout dire, par ma mère. Parce que maman qui achète jamais, en fait, les prix Goncourt, maman est une très très grande lectrice, il faut quand même le dire. Mais elle achète jamais, en fait, les prix Goncourt. C'est vrai que souvent, ce sont des écritures un peu tortueuses ou des histoires à s'arracher les cheveux. Enfin, donc c'est sûr qu'on est moins attiré par ce genre de littérature-là. Mais là, elle a eu un instinct, elle a acheté ce bouquin-là et elle a adoré en fait. Donc elle me l'a vraiment vendu au téléphone, vraiment. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le lise, on va essayer de suivre la vibe finalement. Puis j'ai pas été déçue de ma lecture, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Contrairement effectivement à maman où elle, ça a complètement monté au nu. Mais non, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, d'autant que je l'ai peut-être lu, peut-être pas assez en continuité. Je l'ai lu quand même morcelé sur plusieurs semaines. Donc probablement que j'ai perdu un petit peu de nuance, puis un petit peu de rythme, de dynamique dans l'histoire. Mais donc dans Veiller sur elle, on suit en fait un jeune nain, donc une personne qui est de petite taille, qui est née en France je crois, mais dont on suit le parcours en fait en Italie. Puis c'est un jeune garçon en fait au départ, puis on le suit effectivement jusqu'à adulte et compagnie. Là. Puis lui, en fait, il a un don. C'est un sculpteur, en fait. C'est un sculpteur qui produit des choses magnifiques. Donc, on va suivre effectivement tout son parcours au fur et à mesure de sa vie. Puis, en fait, lui, on le suit. Je pense qu'il est né au début du XXe siècle. Donc, on va le suivre jusque dans les années 40, 42, 45, en fait. Donc, on va participer effectivement à la montée du nazisme, la prise de pouvoir de Mussolini. Donc on est vraiment ciblé sur l'Italie, ce qui est vraiment un aspect du roman qui est extrêmement intéressant, parce que Jean-Baptiste Andréa étant journaliste, en fait, il a une façon de décrire l'époque qui est vraiment, vraiment intéressante. Puis on suit Mimo, en fait, donc ce jeune nain qui va l'être de moins en moins, jeune, pas nain, il va rester nain, c'est sûr. Puis une jeune femme en fait qui s'appelle Viola, qui elle est née en fait dans une famille extrêmement riche, avec quand même des avoirs, des usines, des choses comme ça. Donc puis on va suivre le parcours de ces deux personnes-là qui vont se croiser, s'entrecroiser, se retrouver, se relâcher. Donc c'est vraiment chouette. Les personnages sont extrêmement bien décrits. On s'attache à eux vraiment. Même si je trouve que ça reste quand même un petit peu superficiel, je trouve que les plumes de journalistes sont souvent comme ça en fait. Il y a une espèce de, il y a l'idée de description qui rentre en fait dans leur façon d'écrire, puis ça reste un petit peu en surface, chose qui peut être vraiment intéressant parce que ça garde un rythme effectivement à la lecture, puis une précision aussi dans la façon d'écrire, ce que j'aime beaucoup. J'ai pas été trop en fait emballée par le livre, même si l'histoire est vraiment chouette à lire et chouette à suivre, parce que ça reste effectivement des événements de vie qui se succèdent.
Puis ce Mimo, en fait, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement fêtard. On entend beaucoup parler de cuite, il boit comme un trou. Enfin, il a une destinée qui est assez chaotique aussi, en fait, au niveau succès, pas succès, succès, pas succès. De quoi sont composés ses choix aussi, de quelle façon il peut avancer dans la vie, comment est-ce qu'il retrouve Viola puis qu'il la retrouve pas. Enfin, donc moi tout ça, ça m'a un petit peu ok, donc c'est chouette. Mais comme je vous dis, c'est vraiment resté pour moi un petit peu superficiel. Donc bon, excellente lecture, c'est quelque chose que je vous conseille effectivement si vous êtes curieux. N'hésitez pas, ça se lit bien, ça se lit vraiment bien, c'est très documenté, c'est quand même assez facile à lire aussi. Mais c'est ça, moi j'ai pas été plus emballée que ça, contrairement à ma mère, je vous dis, qui a pété les plombs dessus, donc c'est ça. Donc on va clore le chapitre effectivement de Veiller sur elle. Le prochain en fait que je voudrais vous présenter, alors celui-là je l'ai pris en librairie. J'étais assez curieux, je sais qu'il a écrit plusieurs bouquins, c'est un auteur suédois. Lui aussi, je pense, né dans les années début 70. Puis c'est Alex Schulman, et là je vais vous parler des survivants. Donc c'est un roman qui est quand même assez conséquent, enfin il fait quelques pages quand même, peut-être, ouais c'est ça, à peine 300 pages disons, donc ça se lit quand même assez facilement. Puis on va suivre en fait 3 frères qui en fait se retrouvent au moment de l'enterrement de leur père ou de leur mère, je me souviens plus lequel des deux, je pense que c'est la mère. Puis je trouve que le roman, c'est une très bonne lecture que j'ai faite, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même intéressant, la façon dont il décrit les personnages, donc la relation effectivement de la fratrie, la relation aussi des frères par rapport aux parents. On est quand même plus axé effectivement sur le côté humain en fait de ces personnages-là, donc moi j'aime beaucoup. Puis ce que j'ai beaucoup aimé effectivement dans la façon qu'il a eu de rédiger son roman, c'est que il fait souvent des retours en arrière, donc on démarre en fait à un point L, on recule à un point B, C, puis on revient en fait à un point plus tard, puis au fur et à mesure en fait qu'on avance dans le roman, bah, les époques se rejoignent en fait, donc on se retrouve dans le aujourd'hui pour les quelques chapitres qui restent en fait. Donc j'ai trouvé que sa façon d'avancer dans le roman était vraiment intéressante. Puis effectivement, il y a des secrets de famille, enfin ça on n'y échappe pas, là, c'est 3 frères hein, évidemment, donc... mais c'est intéressant, les intrigues aussi sont très bonnes, les frères sont vraiment spéciaux, j'avoue, spéciaux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont tous quelque chose, une personnalité qui peut être effectivement très attachante ou très répulsive ou très neutre, très superficielle. Donc non, j'ai bien aimé ma lecture vraiment. Puis Alex Schulman, je pense qu'il en a écrit d'autres, donc il va falloir que je me teste un petit peu d'autres bouquins de sa part, ça va être intéressant. Donc ça. Ensuite, alors une autrice que je commence vraiment, j'adore vraiment, puis c'est le 2e roman que je lis d'elle. Je vous en avais présenté un aussi déjà dans mes romans préférés 2023. Puis là, effectivement, c'est limite un coup de cœur. Sauf que j'ai trouvé que le roman était un petit peu long, en fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu longuet. Ça aurait pu être raccourci, pour moi, en tout cas. Parce que ça fait quand même proche de 500 pages. Puis c'est Delphine de Vigan, en fait. Donc j'ai lu d'après une histoire vraie. Donc ça, c'est chez les éditions J.C. Lattès. Puis, donc là, en fait, c'est assez particulier, encore une fois, comme histoire. J'adore son écriture, vraiment. Moi, son écriture, ça coule tout seul. Elle décrit extrêmement bien les émotions, les sentiments. Elle a une très belle écriture qui est quand même relativement riche en vocabulaire, puis en façon aussi de s'agencer. Donc j'aime beaucoup, beaucoup sa façon d'écrire. Puis là, en fait, on suit... donc on sait pas trop si c'est elle qui parle, parce que d'après une histoire vraie, effectivement, son héroïne dans ce roman-là s'appelle Delphine. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? On peut s'interroger. Puis, en fait, c'est une femme qui est écrivain, donc rebelote. Puis elle croise en fait une femme qui s'appelle Elle, donc juste la lettre L, et qui va se révéler en fait être une initiatrice de plein de choses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Elle va devenir extrêmement amie avec cette personne-là, qui va l'aider aussi effectivement à reprendre l'écriture, parce que cette Delphine, donc ce personnage-là dans ce bouquin-là, en fait, a comme une espèce de panne de lecture, parce qu'elle a vécu un succès énorme avec un premier livre. Donc elle s'interroge beaucoup. Il y a beaucoup en fait de réflexions sur l'écriture, sur comment s'y remettre, de quelle façon effectivement passer au travers d'un gros succès. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'adore sa façon de voir les choses. Puis il y a un espèce de suspense par rapport à cette relation étrange qu'ont ces 2 femmes-là. Relation d'amitié, il n'y a pas d'amour là-dedans, mais des fois c'est limite.
Cette femme-là, en fait, est connue juste du personnage Delphine, ou est-ce que les autres la croisent aussi, on ne sait pas. Enfin, c'est... elle, enfin, son personnage principal décrit beaucoup en fait l'histoire en fait de cette femme qui s'appelle Elle, donc avec effectivement juste la lettre. Puis non, j'ai trouvé ça génial. Enfin, il y a un suspense aussi, on ne sait pas trop où on s'en va. Est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce que Delphine existe, est-ce que Delphine n'existe pas. C'est vraiment, on voit aussi sa relation effectivement avec son agente littéraire évidemment. Il y a plein de choses en fait dans ce bouquin qui sont vraiment passionnantes. Puis moi, comme j'aime beaucoup l'écriture de Delphine de Vigan, puis je trouve que ces sujets sont très profonds. Le livre que je vous avais présenté en fait en roman préféré effectivement en 2023, c'était Les enfants rois. Puis elle abordait en fait le réseau social, le YouTube et les gens qui se filment pour ça et qui obtiennent un succès phénoménal. Donc je sais pas, elle a des sujets qui sont assez pointus, assez il y a les rouages du cerveau qui fonctionnent en fait pour s'interroger sur plein de trucs. Donc j'aime beaucoup cette autrice, vraiment. Donc vraiment je vous la recommande. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Puis ensuite ça faisait partie du challenge de la crypte. Et là on parle de Sean Hamill pour une cosmologie de monstres. Donc ça c'était chez Albin Michel Imaginaire. Je me suis lancée dans l'aventure et oui et non. J'ai beaucoup aimé la première partie parce que ça reste dans le réel, ça reste quand même dans une histoire. On suit un petit garçon, si je ne me trompe pas, en fait, qui tombe de plus en plus dans son imaginaire. Donc oui, ok. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le premier tiers du bouquin que j'ai bien aimé, effectivement, parce que c'est l'histoire d'une famille. Dans une maison, il y a des recoins sombres, il y a plein de choses mystérieuses en fait qui se passent au départ. Puis le petit garçon effectivement va de plus en plus s'attacher à un personnage mystérieux qui vient lui rendre visite en fait régulièrement dans sa chambre, qui passe par la fenêtre, qui a des grands membres, qui a une face bizarre, qui a des yeux qui luisent, qu'il ne voit souvent que la nuit. Puis à un moment donné effectivement il embarque avec cette créature là, puis ils s'envolent, ils vont ailleurs. Enfin, c'est un peu flyé, j'avoue. Donc moi, mon attention est un petit peu décrochée je dis un tiers, peut-être 2 tiers du bouquin. Mais c'est resté quand même une lecture très agréable. L'écriture est très bonne. Enfin, je veux dire, la traduction est excellente aussi. Enfin, c'est quand même assez juste dans la façon de décrire les choses. Mais à un moment donné, effectivement, moi, c'est trop parti dans le flyé. Et encore une fois, j'ai un peu décroché. Je dis encore une fois parce que je pense à d'autres bouquins aussi de l'imaginaire. J'essaye de me faire un petit peu à ce genre-là, mais j'ai un petit peu de difficulté. Parce que c'est trop, à un moment donné, c'est trop dans l'imaginaire, en fait. C'est trop dans le fantasmagorique, dans l'onirique. C'est ça qui peut être intéressant aussi, effectivement, parce que ce personnage-là part dans des voyages en fait interstellaires quasiment. Enfin, c'est assez fascinant, j'avoue que c'est quand même assez fascinant. Il y a une chouette fin aussi évidemment. Donc non, c'est une bonne lecture, mais c'est ça, j'ai pas plus accroché, c'est loin d'être un coup de cœur, c'est pas je le relirai pas là, enfin je penserai pas, mais je suis pas mécontente d'être passée au travers de cette lecture là, vraiment. Ensuite, alors j'ai lu un ovni. Alors celui-là, je l'avais pas mis effectivement dans le challenge de la crypte, j'aurais pu, parce que ça parle effectivement, c'est une histoire d'horreur quand même. Puis c'est un auteur que j'ai complètement découvert. Alors je sais plus du tout où j'en ai entendu parler, je sais pas du tout comment je suis tombée dessus, mais je l'ai lu en liseuse et je pense que je vais relire d'autres bouquins de ce gars-là parce que je le trouve génial, vraiment. Là on parle de Karim Berouka et on parle de le club des punks contre l'apocalypse zombie. Je suis restée sur le cul, vraiment. La façon d'écrire est géniale. Le titre porte bien l'histoire. En fait, c'est vraiment, on suit 5 personnages, si je me souviens bien. 5 personnages qui sont punks, qui vivent dans un squat, et qui, effectivement, vont être obligés de lutter contre une apocalypse zombie. Donc c'est complètement flyé. Enfin, c'est un ton littéraire qui est extrêmement barré. Ça part en vrille, mais en même temps, ça reste vraiment, en fait, dans le réel. Dans les 2 pieds sur terre, les personnages, il n'y a rien d'imaginaire là-dedans, sauf les zombies, effectivement, mais ça parle de politique, ça parle de syndicats, ça parle de rencontres de gens, ça parle de guerre, ça parle de comment s'organiser, effectivement, encore une fois, contre une attaque zombie. Ça parle de plein de choses, en fait, qui sont assez flyées, parce que le ton, effectivement, de cet auteur-là, en fait, a un ton très...
très potache, je dirais. Le langage est riche, enfin l'écriture est riche aussi, enfin c'est plein de références de pop culture, c'est plein de, on entend quasiment en fait les musiques qui sont évoquées par les personnages parce que le punk effectivement intervient beaucoup aussi là-dedans. Il y a des personnages qui se croisent, qui guerroient ensemble. Puis des fois, il y en a un, deux, trois qui meurent. Il y en a un qui a un but, en fait, il veut planter des drapeaux sur des sites très particuliers. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui sont complètement starbées. Puis j'ai adoré ma lecture, vraiment, j'ai adoré la façon qu'il a de mener, en fait, son histoire, vraiment, parce que ça tient la route. Même si des fois effectivement on se retrouve avec un seul personnage, puis après on se retrouve avec un autre personnage, des fois les personnages se retrouvent, puis ils vivent ensemble en fait quelque temps les aventures, puis ces descriptifs des zombies sont géniaux, enfin vraiment c'est bien, c'est gore à souhait vraiment, gore sans être trop puissamment dégueulasse et plein de viscères et compagnie, mais exactement ce qu'il faut, il y a vraiment l'équilibre entre son écriture très potache et très humoristique, il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans. C'est vraiment drôle, parfois j'ai ri vraiment aux éclats. Puis ça se déroule, ça a du sens, ça part en catastrophique. Non, c'est vraiment... il en a écrit d'autres, il en a vraiment écrit d'autres qu'il va falloir que je lise parce qu'il dénonce beaucoup de choses aussi. Enfin, il attaque fort sur certains thèmes qui sont assez sensibles. Puis il y va pas avec le dos de la cuillère. Il est vraiment, non, il est vraiment génial, vraiment génial. C'est un auteur que je vous invite vraiment à découvrir si vous aimez l'horreur ou si vous aimez le flyé ou le profondément engagé, effectivement. Donc ça, c'était sur Liseuse. Puis un coup de cœur. Que j'ai aussi lu sur liseuse, mais que j'aimerais aussi, je pense, m'acheter à un moment donné en papier. J'aimerais ça l'avoir, en vrai de vrai. J'ai lu, en fait, et c'est un coup de cœur, honnêtement, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai lu Cadavre exquis de Agustina Batsurica. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc Agustina Batsurica est une autrice argentine. Je pense que c'est son premier roman. Il a quand même été récompensé aussi. Puis c'est génial. Enfin, je veux dire, alors aussi le titre reflète vraiment l'histoire du livre, Cadavre exquis, parce que c'est un petit peu, et c'est pour ça que je l'avais mis aussi dans le challenge de la crypte, c'est parce que le thème est très spécial, c'est une dystopie où le monde dans lequel on suit deux, trois personnages il n'y a plus d'animaux en fait, donc les humains ne peuvent plus manger de viande animale. Donc ils ont décidé de cultiver en fait la chair humaine et c'est vraiment spécial. Il y avait des moments en fait dans ma lecture où je me disais ok, arrête de penser qu'ils sont en train de bouffer de l'humain, essaie de dire qu'ils sont en train de manger des vaches. Ça n'empêchait pas le fait que ce soit toujours aussi dégueulasse. Parce que finalement manger de la viande ça peut être un petit peu... c'est dégueu là, enfin je veux dire, dans le sens où il y a du sang, il y a des viscères... on le cuit pas. Je sais pas, c'est particulier. Puis on suit en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là, c'est que oui, c'est un environnement très weird, parce que le personnage principal travaille en fait dans un abattoir. Donc on a du descriptif par-dessus les oreilles, effectivement, de comment, quoi, qu'est-ce et comment est traité, ils appellent ça les têtes. Donc comment est traité effectivement l'humain élevé pour être mangé. Donc l'humain ne parle pas, les langues sont coupées, il n'y a pas de réflexion dans la tête effectivement de ces humains-là, enfin de ces têtes qui sont élevées pour être mangées par d'autres humains finalement. Puis elle évoque aussi en fait le trafic de corps, elle évoque effectivement plein de choses, elle dénonce aussi plein de choses effectivement dans son roman. Puis, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que son personnage principal a une histoire tout à fait banale. Banale, extrêmement souffrante quand même, parce que on sait en fait dès le départ qu'il a perdu un enfant. Donc il a extrêmement du mal à s'en remettre. Et tout ça fait partie de sa personnalité, de sa façon de voir les choses. Le truc qui se passe à un moment donné, et c'est ça qui déclenche effectivement l'intrigue, qui peut être effectivement un peu weird, mais c'est que il va en fait se retrouver en charge d'une tête féminine dont en fait il va comme prendre soin. Donc il y a tout un paradoxe qui se met en route effectivement parce que est-ce qu'on prend soin d'une vache? Enfin je veux dire oui, mais là on parle d'une humaine, est-ce que jusqu'où on peut aller avec ça? C'est extrêmement
c'est très révélateur en fait comme façon d'avancer dans l'histoire. Parce que moi, ça ne me rendra pas végétarienne, hein, ça c'est sûr, parce que j'aime la viande, là. Mais c'est sûr que... Parce qu'on reste toujours dans l'idée que même si ce sont de l'humain qu'on mange, c'est quand même une nourriture qui nous fait durer. Donc c'est paradoxal, puis c'est pas logique, là, mais c'est ça, la façon dont l'autrice a de décrire cette façon d'agir, c'est que c'est de la nourriture, en fait. Le côté gore embarque parce qu'effectivement elle parle de bras, de jambes, de torse, en tout cas c'est dégueu là. Mais c'est pas gore, c'est juste décrit de façon extrêmement clinique finalement. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est définitivement en fait le personnage principal qui est attachant, qui navigue en surface avec sa souffrance effectivement d'avoir perdu un enfant. Puis la fin est géniale. La fin est vraiment géniale. Enfin, il y a comme un espèce de retournement de situation, une morale aussi quelque part, là, malgré la situation qu'elle décrit. C'est une lecture qui m'a étonnée. Puis le fait que ça soit un coup de cœur aussi m'étonne, parce que le sujet est quand même assez bizarre. Mais non, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. La prochaine lecture que j'ai faite aussi au mois de janvier, que j'ai bien aimée, c'est chez Presse Pocket, en fait, c'est Michael McDowell, donc Cauchemar de sable. C'est un tout petit roman en fait qui fait 250 pages. Pour votre gouverne, Michael McDowell, c'est celui qui a fait un tabac en fait ces derniers temps là avec Blackwater, donc le roman que la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture a repris en 6 tomes édités chaque mois. Même principe en fait qu'à l'époque en 1983 où le roman a été écrit, il avait été édité de la même façon en fait par l'éditeur de l'époque. Donc ce roman-ci a été écrit avant Blackwater. Et autant Blackwater, j'ai pas trop accroché. J'ai lu les 6 tomes, par exemple, parce que ce sont effectivement des petits romans, donc ça se lit quand même facilement. Puis Michael McDowell, son écriture est vraiment excellente, très fluide, puis très 1980, là, disons. Donc, mais ça se lit très bien. Mais j'ai amplement préféré, en fait, Cauchemar de sable, parce que je trouve que dans Cauchemar de sable, ça reprend, j'allais dire, quasiment tous les thèmes de Blackwater, mais en mieux. Dans le sens où y a plus d'horreur là-dedans. Il y a une montée crescendo effectivement du suspense et de la présence effectivement des êtres maléfiques. Et j'ai vraiment préféré ça. Et en même temps, dans ce roman-là, il y a aussi une question familiale, il y a des questions financières qui sont soulevées, exactement comme dans Blackwater. Puis des relations entre les gens, la façon dont les gens... le cousin d'eux, la sœur d'eux, le fils d'eux, les grands-parents, l'héritage qui se transmet. Dans ce roman-là, on a tout, en fait, je trouve, et c'est condensé, et les personnages sont aussi intéressants que dans Blackwater. J'ai vraiment amplement préféré celui-là à Blackwater, honnêtement. En plus, il est beaucoup plus court. Et je vous dis, côté horreur, ça dépasse Blackwater. Parce que dans Blackwater, j'ai trouvé qu'il y avait 2, 3 scènes, 4 scènes à tout péter, là. Mais c'est vraiment l'histoire de plusieurs personnages qui se retrouvent finalement sur c'est presque une île, mais qui est à sec par marée basse. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent rejoindre la Terre. Puis il y a tout un système très angoissant. Enfin, il y a toute une atmosphère angoissante. Parce qu'il y a 3 maisons identiques qui sont installées. Les gens viennent s'installer dans une maison où ils se sentent extrêmement bien, détendus. Ils font des activités extrêmement relax. Et il y a une 3e maison en fait dans laquelle personne n'ose rentrer parce qu'elle serait hantée. Donc moi je trouvais ça génial. Le sable aussi, il y a Cauchemar de sable, où effectivement le sable est extrêmement présent aussi dans le déroulement de l'histoire, dans le déroulement avec les fantômes, les monstres. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis je vous dis, ça surpasse Blackwater pour moi, vraiment. Ça, il n'y a pas photo là. Donc ça. Puis une Presse Pocket toujours, avec Shirley Jackson, où j'ai lu Maison hantée, que j'ai relu Maison hantée, parce que je l'avais lu il y a pas mal de temps, parce que ce petit bouquin-là, je l'ai depuis longtemps. J'ai été vérifier, effectivement, l'histoire a été écrite quand même fin des années 50. J'ai trouvé ça quand même relativement moderne. J'ai bien aimé ma lecture, elle écrit super bien, en fait, cette femme-là, vraiment. Puis je comprends pourquoi son thème de Maison hantée a été repris par plein d'écrivains ou par des séries télévisées ou des films, parce que ça couvre plein de choses.
Ça couvre effectivement les monstres, les peurs, les trouilles. Il y avait des moments vraiment angoissants effectivement au cours de la lecture. Parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va, parce que ça reste nébuleux, parce que c'est mystérieux. Ces personnages sont extrêmement modernes. J'ai trouvé que les réflexions des gens étaient quand même assez d'actualité, vraiment. Puis, non, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, à son niveau. C'est-à-dire que c'est quand même c'est quand même une écriture qui date des années 50, là, donc... moi, une écriture moderne, j'aime beaucoup ça. Années 50, des fois, ça fait un peu vieillot, là. Donc, ouais, c'est ça, il y aurait une coche de plus qui me manquerait. Mais j'ai été surprise de la modernité, effectivement, de son histoire. De la modernité de ses personnages. J'ai vraiment, vraiment... non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est pas un gros pétage de plomb, là, quand même pas. Mais c'est quand même petit, donc ça se lit quand même assez vite. Puis c'est intéressant, je trouve que ça tombe un peu dans le classique. Vraiment. Donc voilà. Donc voilà pour les bouquins, effectivement, que je voulais vous proposer. Donc la majorité j'ai beaucoup aimé, donc mon coup de cœur c'est vraiment Cadavrexki. Je pense que ça ne sera pas détrôné avant un moment, à moins que effectivement d'autres bouquins d'horreur vont prendre le relais. Mais le roman que je voulais vous présenter aussi, qui est un mélange de nouvelles, finalement dans mon challenge de la crypte j'avais en fait proposé dans le thème nouvelle le recueil maudit, en fait, qui est écrit par des écrivains québécois sur l'horreur. Puis finalement, je m'étais fait un petit cadeau via Momox, en fait, en m'achetant ce petit bouquin-là, qui en fait regroupe plusieurs auteurs d'horreur. Donc c'est l'Armée des Morts. Donc il y a du Max Brooks, il y a Kelly Armstrong, Tad Williams, Joe Hill, John Connelly. C'est génial. Le niveau des histoires à date est excellent. J'en suis quand même ici. Il y a des histoires que j'ai beaucoup beaucoup aimées, celles que j'ai marquées effectivement, comme le premier de John Connelly, j'ai vraiment beaucoup aimé Lazare. Une affaire de famille aussi de Jonathan Maberry, j'ai été surprise. Je suis arrêtée à tourner la page de Max Brooks, donc celui-là je ne l'ai pas lu encore. Vraiment, je vous recommande, si vous le trouvez là, allez-y, parce que je trouve que le niveau d'écriture est excellent, les histoires sont touchées, enfin sont cherchées. Il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont assez surprenants, et ça reste effectivement dans le thème zombie. Donc des fois c'est du zombie gore, des fois ça peut être du zombie juste je veux rester en vie, donc je fais tout pour l'être, pour rester en vie, même si je suis mort. Il y a un petit contraste là-dedans. C'est excellent, vraiment excellent. Donc il y en a 19 là-dedans qui sont répertoriés, j'aime beaucoup. C'est vraiment le fun, vraiment vraiment le fun. Donc voilà pour cet avis lecture, roman, cette fois-ci. Donc lâchez pas les BDistes, les prochains en fait vont probablement être sur des BD parce que j'enchaîne mes lectures, effectivement je continue à lire ma bande dessinée. Puis c'est ça, donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager aussi, puis dites-moi ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, peut-être les avez-vous lues, peut-être avez-vous d'autres références à me donner, ça pourrait être chouette aussi. Partage de lecture, c'est toujours le fun. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt. Salut!